tout le monde, c'est Janonymous, j'espère que votre taux de cortisol est dans le vert parce qu'aujourd'hui, dans Actu Même, on va causer IA et brainrot. Mais heureusement, on va aussi parler de choses plus enjaillantes pour se détendre avec du jeu vidéo et surtout beaucoup de mangas. Bref, on va revenir sur quelques mèmes qui ont émergé en mars dernier et on commence de suite avec ah tiens, un nouveau mème issu de Dragon Ball. Super. Ah non, super. Personne ne s'y attendait. Le mème de type Hydro du mois de mars est issu du manga Dragon Ball Super, et plus précisément de cette planche du chapitre 81, publiée le 4 août 2022 dans le V-Jump. On y voit Granola, alors rendu aveugle durant son combat avec Gas, se faire tirer lâchement dans le dos par Elec, le chef du groupe d'antagonistes de cet arc narratif. C'est l'artiste Bomber Art qui propose le premier Hydro en reprenant le webcomic Blobby and Friends, pour y ajouter une nouvelle chute au gag de la planche sur un ton plus cynique, avec les deux protagonistes calqué sur le dessin de Toyotaro. L'artiste reposte son œuvre sur Twitter en juillet 2025, mais il va falloir attendre plusieurs mois avant que la sauce ne prenne. Une version Team Fortress 2 apparaît viteuf en février 2026, et début mars, ça y est, le format se répand sur le réseau social. Les internautes s'en serviront pour mettre en scène divers personnages se faire shooter par un autre du même univers, ou pas, une façon de remettre en scène la suprématie d'un perso sur un autre, ou tout simplement une trahison. Ça fait aussi écho à d'autres mèmes célèbres comme Trust Nobody, ou encore le classique moderne Always Has Been. Bref, un petit Hydro sympathique sans grande prétention, mais avec un certain potentiel pour l'avenir. Et qui nous rappelle aussi que Dragon Ball Super existe. MDR. Et la waifu du mois est un Pokémon. Et non, c'est pas Gardevoir. C'est ce bon vieux Bulbizarre, bien sûr. Enfin, pas bien sûr, hein, mais Donc notre petit Pokémon plante préféré, qui est déjà tout mignon de base, s'est fait anthropomorphiser en Galu, ces jeunes lycéennes japonaises anticonformistes au look ultra travaillé, flashy et provocateur. Et bien sûr, il y a plein de sous-genres tout aussi codifiés et différents. Et dans le cas de notre Bulbizarre, il arbore plus précisément le style Kogaru, qui se rapproche plus de celui de la lycéenne traditionnelle, mais avec quelques variations comme une jupe très courte et des grosses loose socks. Vous voyez Momo dans Dan Nadan ? Eh ben c'est ça le style Kogaru. Bon, anthropomorphiser des Pokémon, c'est une pratique presque aussi vieille que la licence, mais pour ce qui est de cette Kogaru Bulbizarre, c'est arrivé à l'occasion de la sortie du nouveau Pokémon Pokopia sur Switch 2. Dans le jeu, les Pokémon ont des caractères bien plus définis qu'à l'accoutumée, et le comportement et les expressions de Bulbizarre se rapprochent pas mal de celui d'une Garu justement. Enfin du moins dans la version japonaise, parce qu'apparemment c'est un détail qui n'a pas réussi à passer l'épreuve de la localisation. Et c'est ce qui a inspiré l'artiste japonais Eiichi pour créer son fanart posté le 5 mars sur Twitter. Un fanart qui est très rapidement devenu viral et a entraîné énormément de variations réalisées par les artistes nippons du net. On peut en voir notamment sur Twitter, ou bien évidemment sur Pixiv, le site privilégié par les artistes japonais, mais vous pouvez également en retrouver sur Reddit et très certainement ailleurs vu comment ça s'est répandu. Le nouveau Pokémon Pokopia est sorti le 5 mars dernier exclusivement sur Switch 2, histoire de bien mettre le seum aux fans de la licence qui n'ont pas les moyens de se procurer la dernière console de Nintendo. Développé par Game Freak bien sûr, mais aussi Omega Force. Alors malheureusement il ne s'agit pas d'un Musou dans l'univers de Pokémon, et c'est bien dommage, mais plutôt d'un mix entre Dragon Quest Builders, Minecraft et Animal Crossing. Tout ça à la sauce Pokémon, avec un métamorphe en personnage principal et des Pokémon avec de fortes personnalités, au point qu'ils ont inspiré des réinterprétations artistiques auprès du fandom. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le jeu en tant que tel, mais son logo. Et oui, quelques jours avant la sortie du jeu, le site Pixel Frame, spécialisé dans la création de générateurs d'affiches, de logos et autres jaquettes bien connues des amateurs de pop culture, publie un générateur de la jaquette de Pokopia avec la typo et tout le bazar. Le designer du générateur, oui parce que c'est pas de l'IA comme c'est affirmé sur leur site, poste le lien sur Reddit et Twitter. Bien évidemment, ça éclate les internautes qui s'en emparent instantanément et vont se lâcher pour écrire tout un tas de choses, faire des références à d'autres mèmes, des blagues sur l'actu et les affaires politiques du moment, ou simplement shitposter massivement en se moquant de tout et n'importe quoi. Surtout Pokopia. Mais les gars de Pixel Frame ont essuyé quelques suées quand la Maison Blanche a repris la trend pour poster le slogan MAGA du clan Trump, ce qui a provoqué pas mal de réactions. Mais heureusement pour Pixel Frame, aucune de la part de Nintendo. Ouf.
fêter les 30 ans de la licence Pokémon au Japon le 27 février dernier, Nintendo et la Pokémon Company ont publié la bande-annonce du prochain opus de la série, Pokémon Vent et Vague, prévu pour 2027. Et comme le veut la tradition des trailers de jeux Pokémon, celui-là ne déroge pas à la règle et nous présente les 3 nouveaux starters de cette nouvelle aventure. Habile technique marketing consistant à trigger les artistes du web pour qu'ils se chargent de maintenir la hype sur le jeu jusqu'à sa sortie. Comment ça, je suis trop cynique? On y découvre donc 3 Pokémon d'une originalité encore jamais vue auparavant, le Pokémon plante à base de poussins nommé Abulo en japonais, Broth en anglais et Broussatif en français, le type feu basé sur le loulou de Poméranie, nommé Pomuken, Pombon ou encore Kaloulou dans la langue de Sacha Dubourg-Palette, et enfin le type eau basé sur un gecko nommé Mirori en VO, aussi appelé Geka ou Ogeko. Et comme d'hab, le plan parfaitement huilé a fonctionné une fois de plus, et on a vu une chier de fanart et de parodies déferler sur les réseaux. Les différents artistes d'internet s'amusent donc à imaginer leurs évolutions, mais en profitent également pour critiquer le manque flagrant d'imagination de Game Freak. Et cette fois, c'est Broussatif qui tire son épingle du jeu, et tape particulièrement dans l'œil des internautes, avec ses gros sourcils broussailleux qui lui donnent un regard sévère, très proche d'un Angry Bird, on va pas se mentir. Et comme son expression faciale contraste avec son apparence toute ronde et toute mignonne, ça inspire à le mettre en scène dans diverses situations comico-dramatiques. Malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de penser que Pokémon est une licence vieillissante et qui a bien du mal de se renouveler. Heureusement qu'il y a Pocopia et sa pub bizarre Kogaru. Enfin, pour ceux qui ont une Switch 2, bien sûr. Tu trouves que ton jeu vidéo que t'as acheté 80 boules il fait pas assez réaliste? Eh ben fouille des textures générées par IA et tu verras que ça peut être bien pire. Le 16 mars dernier, durant la GPU Technology Conference, Nvidia dévoilait au monde entier sa nouvelle technologie DLSS 5 qui utilise l'IA générative pour, soi-disant, améliorer les graphismes d'un jeu pour un rendu encore plus photoréaliste. Une babiole énergivore de plus donc qui chie allègrement sur le travail des développeurs et des graphistes. Bravo Nvidia! La vidéo publiée sur YouTube, où l'on voit les personnages de différentes licences se faire littéralement looks maxé, c'est bien fait disliker dans les règles, sans parler des commentaires incisifs envers cette technologie. C'est en effet très culotté de la part de ce genre de grosse industrie de nous proposer des trucs à base d'IA, alors que cette même technologie provoque une hausse ahurissante des prix du matériel dont on a besoin pour en profiter. Sans parler du fait qu'il faille une carte graphique de zinzin pour faire tourner ce fameux DLSS 5. Très vite, des réactions à base de mèmes ont émergé sur Twitter et Reddit, notamment des comparaisons parodiques de l'effet DLSS 5, en y ajoutant par exemple une bonne image bien dégueulasse, ou tout simplement en slopisant un max n'importe quelle image. Pas forcément issue d'un jeu vidéo, ça peut être des animés, des personnalités ou tout simplement des mèmes, mais toujours avec les bandeaux précisant quand le DLSS 5 est allumé ou éteint. Et forcément ça nous rappelle ce bon vieux mème de 2018, qui se moquait de la technologie ray tracing, toujours de Nvidia, en poussant le ridicule de la comparaison, mais sans aucune putain d'image générée par IA. Non mais regardez tout ce qu'on pouvait faire avant l'IA générative, c'est dingue non? Et qu'on vienne pas me dire qu'il y a besoin d'être un artiste accompli ou de maîtriser Photoshop pour faire ça. D'ailleurs au passage il y a un autre précurseur à ce même datant de 2016 et qui permettait déjà de faire des comparaisons entre une faible résolution et de la HD voire de la 4K. Personnellement je comprends pas trop pourquoi les jeux vidéo devraient à ce point tendre vers le photoréalisme au point de perdre toute identité visuelle et que ça ressemble à des miniatures de youtubeurs. On en oublierait presque que le principal dans un jeu c'est avant tout un bon gameplay et des bonnes musiques. De l'IA Brainrot fusionne avec le pire de la télé-réalité, ça donne la web-série du moment préférée des enfants, l'île de la Skibidi tente à fruits. Et oui, je dois en parler parce que c'était un gros événement en mars dernier, mais croyez-moi, ça me fait mal. Tout pue le marketing le plus cynique là-dedans. Déjà le mot Skibidi qui n'a rien à faire là, et qui est juste utilisé parce que les gamins sont matrixés par Skibidi Toilette, une autre web-série dont je vous ai déjà parlé en 2023, mais qui, elle, au moins, est réalisée à la mano avec Source Filmmaker, à l'ancienne. Bref, l'île de la Skibidi Tentacon là, c'est une web-série entièrement faite par IA, qui reprend l'île de la tentation, mais avec des fruits anthropomorphisés hyper sexualisés. Et non seulement c'est moche, mais en plus c'est ultra problématique dans les propos et les mises en scène. Enfin, si on peut appeler ça de la mise en
en scène. Mais les deux étudiants en école de commerce derrière les prompts de cette daube infâme qui cartonne de fou sur TikTok et fait des centaines de millions de vues n'ont absolument rien inventé. En effet, ils ont intégralement tout piqué, c'est-à-dire pas grand-chose, au compte TikTok AI Cinema 021, qui a lancé la série AI Fruit Love Island le 14 mars dernier, elle-même une parodie de l'émission de télé-réalité Love Island, la version originale de l'île de la tentation. Les Français régurgitent le contenu états-unien sans rien créer d'original, épisode 56 372. Mais les fruits en IA sur TikTok, c'est une niche qui remonte au moins à l'été 2025, avec ces vidéos ASMR de fruits qui mangent des fruits. La fin du monde! Ah, tout le monde va périr! Alors autant les creepypastas ça me fait rire, autant ce truc là je trouve ça méga flippant. Et en février 2026, le compte Trombone Chef postait déjà des histoires de tromperie avec des fruits anthropomorphes. Il y a quelque chose de vraiment très dérangeant à reprendre l'esthétique de films d'animation pour enfants, tout ça pour en faire des histoires de cul très adultes et avec des corps très sexualisés. Peut-être que c'est un nouveau moyen de faire du soft porn en évitant la censure de l'algo. Mais on a juste l'impression de voir des Rule 34 soft à la fois pour adultes et pour enfants. C'est extrêmement malaisant, je trouve. Démonstration ultime du slop qui capitalise à mort sur les vues de la manière la plus self-aware et cynique qui soit, en cherchant à attirer les enfants qui constituent une part très importante du trafic sur TikTok. C'est là qu'on se rend compte que les pubs pour les boissons Oasis avec les fruits en CGI, c'était le pic en fait. De la véritable animation créée entièrement par des humains et avec François Pérusse au doublage s'il vous plaît. Du vrai talent, des vrais artistes. Du coup c'est encore plus ironique de voir que ces vidéos sont sponsors par cette même marque. Mais bon, peut-être que la mort récente de l'IA Sora mettra un frein à tout ce contenu qui pollue le net, ruine l'économie et pompe des litres de flotte juste pour nous pisser dans le crâne. Bref, je crois qu'on peut dire que l'IA Gen a définitivement tué le shitposting, qui est devenu une tendance complètement absorbée et réutilisée par les marketeurs. Putain, film de boule le bail, mais vas-y, Inch'Allah, comme il dit Cocotier. Tu sais, parce qu'il est noir. Vous en avez ras-le-bol de l'IA? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Le programmeur Mihir Maroju a eu l'excellente idée de mettre en ligne un site reprenant le principe des LLM comme ChatGPT ou Claude, mais là où ça devient brillant, c'est que ce sont des humains qui répondent à vos questions. Incroyable, non? Le site web est mis en ligne le 7 mars 2026 et fonctionne avec un système de points. Toutes les 10 minutes, vous recevez 2 points gratuitement et pour en gagner, il suffit simplement de répondre aux questions des autres utilisateurs. Mais attention, il y a une notion de jeu de rôle à respecter. Quand on répond, il faut imiter une IA. Et bien sûr, le temps de réponse est limité. C'est une façon très intelligente de se moquer des LLM et de lutter contre tout en s'amusant. De la créativité sur internet comme on l'aime. Le nom du site Your AI Slop Bores Me est tout droit inspiré d'un mème posté en octobre 2025 sur le groupe Facebook des artistes contre l'IA générative. Une image macro montrant un gamin assis sur un trône en boîte de Pepsi et qui est largement utilisé pour répondre aux posts mettant en avant la technologie tant décriée. D'ailleurs, ce mème est à l'origine une photo postée sur le subreddit Boss Fight, où le gamin de la photo est surnommé tel un boss de jeu de baston, Diabeto the Unmovable. Et très vite, le parallèle est établi avec cette scène de Thanos dans les Gardiens de la Galaxie, dans laquelle le titan flou s'exclame « Your politics bore me », une phrase qui sera associée à Diabeto, qui deviendra rapidement une image macro. Bref, pour en revenir au site, je ne peux que vous conseiller d'aller y jeter un coup d'œil. On peut trouver des captures d'écran d'interaction et certaines sont vraiment très drôles. Bon, par contre, c'est tout en anglais, hein. Pour le coup, c'est vrai que là, ce serait bien qu'il y ait des localisations, mais bon, là, bien sûr, on peut pas compter sur des étudiants en école de commerce pour plagier le truc. Bah oui, y a pas de fric à se faire. Bref, il y a un très gros potentiel, un site à surveiller de près. Depuis quelques temps, dans la réalité du monde du dehors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas ouf. Le conflit entre les USA et l'Iran provoqué par Donald Trump et Benjamin Netanyahu a mis une belle merde un peu partout dans le monde, en plus de massacrer des civils innocents bien sûr. Alors je sais qu'il est difficile de ne pas être angoissé ou déprimé par toute cette situation qui, même loin de nous impacte également de différentes façons, mais c'est là qu'intervient Internet dans toute sa gloire. L'une des nombreuses conséquences désastreuses de cette guerre, c'est qu'en réaction à l'agression des États-Unis, l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, situé dans le golfe Persique donc, une voie commerciale essentielle pour le trafic international. En gros, il y a une grosse partie du pétrole mondial qui passe par là, genre 17 millions de barils par jour. Et comme vous le savez très bien, s'il n'y a pas de pétrole, Pas de palais. Et au passage, on a vu Trump s'énerver sur cette situation qu'il a lui-même provoquée de toutes pièces. Du coup, on entend parler du blocage du détroit d'Ormuz partout sur les réseaux, notamment sur Twitter, et c'est là qu'Internet intervient. Des solutions pour débloquer le détroit ? Pas de problème.
un gars se ramène en proposant premier degré d'utiliser des camions pour prendre le relais des bateaux. Il est donc instantanément devenu la lolco des twittos qui se sont bien foutus de lui en imaginant la gueule des énormes convois quotidiens en mode Mad Max. Et l'image devient rapidement un mème, les internautes vont alors rivaliser d'imagination pour proposer des solutions encore plus débiles afin de résoudre la situation, comme faire un backflip en bateau, créer une nouvelle voie à coup de bombe, utiliser une fusée, une catapulte, un portal gun, une paille géante, un trampoline géant, etc. Godzilla pourrait facilement transporter les bateaux, Donkey Kong pourrait lancer les barils, ou encore mon préféré, arrêter de bombarder l'Iran, tout simplement. C'est dans ce genre de situation qu'Internet brille. À défaut de pouvoir apporter des solutions et de pouvoir stopper ces horribles massacres, on peut soutenir les populations civiles et résister comme on peut à notre échelle, en usant de l'humour pour souffler et continuer d'avancer malgré les sociopathes qui nous gouvernent. La commu des fans de Jujutsu Kaisen continue de faire parler d'elle régulièrement, surtout depuis que la 3e saison de l'anime a débuté. Mais là, cette fois, le mème qui nous intéresse découle du manga, parce qu'il fait référence à des chapitres publiés en 2018 qui n'ont pas encore été adaptés, en particulier ceux qui mettent en scène l'affrontement entre Hajime Kashimo et Kinji Akari, un des combats les plus impressionnants si l'on en croit le fandom, et qui promet de l'être encore plus en animé, surtout quand on voit la qualité de la saison en cours. Le pouvoir spécial de Akari consiste en une sorte de bandit manchot, et s'il touche le jackpot, il devient à la fois invulnérable et méga fort. Et oui, c'est complètement cheaté. En septembre 2023, des TikTokers s'amusent à poster des montages des planches du fameux combat en l'animant avec plein d'effets, insistant surtout sur cette case où on voit Akari exécutant une petite danse après avoir touché le fameux jackpot. Le tout mixé avec le morceau de funk brésilienne Tuca Donka. Les extraits vidéo, quant à eux, sont issus d'un MMV de Ninja Artistic Ninja posté sur YouTube le mois précédent. Ainsi est née la danse de Akari, qui sera reprise par beaucoup de créateurs sur la plateforme. Et tout ça s'est revenu fin février dernier, quand le rappeur Game Boy Jones, connu pour ses morceaux inspirés par les animés, poste son nouveau titre Hit the Jackpot en référence au pouvoir de Akari, en reprenant également la fameuse vidéo de Ninja Artistic Ninja et aussi le morceau Tuca Donka, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais surtout, il poste une vidéo dans laquelle on le voit chanter en reprenant partiellement la danse de Akari sur fond vert. Une invitation assez évidente au détournement. Certains diront que c'est forcé, mais bon, apparemment c'est devenu acceptable de nos jours. En mars 2026, le clip et la chanson deviennent virales sur TikTok, et le refrain est alors détourné de plusieurs façons. Soit repris en musique de fond sur des montages divers pour connoter la victoire ou la chance, soit dans des montages reprenant la chanson et la danse de Game Boy Jones, avec une phrase en légende pour donner différents contextes et en ajoutant différents effets à la mode comme les yeux laser et tout le bazar. Et oui, les yeux laser sont toujours à la mode. Bref, c'est devenu l'hymne victorieux du mois de mars. Le chapitre final du manga à succès Chainsaw Man a été publié le 25 mars dernier, et tout l'internet s'est fait spoiler une planche en particulier, celle où Denji, le personnage principal, rattrape Asamitaka sur le point de se viander au sol. Elle le remercie alors en l'appelant Chainsaw Man, et c'est trop méta parce que c'est le titre du manga, et que c'est seulement à la fin qu'il est appelé comme ça. Et donc ça choque Denji qui n'a pas l'air de comprendre, la jeune lycéenne se sent alors obligée de lui expliquer « Bah oui, tu te bats avec une tronçonneuse du con ». Une façon de rompre le rythme et de montrer le degré de débilité de Denji une ultime fois. C'est ce genre de scène cringe comme on en a vu dans le film Les 4 Fantastiques de 2015 et qui avait été parodié par les internautes en 2020 dans des faux screenshots de films ou d'animés dans lesquels les personnages prononcent le titre de l'œuvre dans laquelle ils sont, pour appuyer le côté ringard et ultra malaisant de ce genre de procédé narratif. Bref, ça a moyennement plu aux fans de Chainsaw Man, qui se sont alors empressés de transformer la planche en exploitable pour s'en moquer en remplaçant les protagonistes par d'autres personnages très célèbres issus d'autres univers de la pop culture, notamment d'autres mangas mais aussi des jeux vidéo, voire des personnages historiques comme René Descartes ou encore Staline et Adolphe. L'humour de ce mème est particulièrement absurde, parce que autant il y a des titres de certaines licences qui décrivent effectivement le héros ou bien son rôle, comme Sonic le Hérisson, Spider-Man, Batman par exemple, ou encore Naruto, ça marche très bien avec celui-là aussi, mais là où ça devient très drôle, c'est avec les titres où ça ne fonctionne pas du tout, comme My Hero Academia par exemple, ou encore des titres à rallonge, la spécialité des japonais, et du coup ça part dans des explications de titres alambiqués en rebaptisant les personnages au passage, comme
comme K-pop Demon Hunters, Fire Emblem Three Houses, Full Metal Alchemist Brotherhood, Doki Doki Literature Club ou encore JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run. C'était tellement le mème le plus populaire du mois de mars qu'il a été repris par les CM du compte Twitter de PlayStation et de Resident Evil. Un mème très simple à utiliser et qui tourne n'importe quelle licence ou personnage en ridicule. Du coup, on peut vraiment dire merci Chainsaw Man. JoJo's Bizarre Adventure, c'est une institution du manga japonais depuis 1986. Le fandom est énorme et il ne cesse de grandir au fil du temps, en particulier sur internet, marquant la culture web au travers d'une myriade de mèmes tous plus iconiques les uns que les autres, à l'image des merveilleuses planches de son auteur Hirohiko Araki. Et oui, ce gars a 65 balais, mais il reste frais comme Jaja. Enfin plutôt comme Jojo. Depuis 2012, le studio David Productions est en charge de l'adaptation en animation. Après la fin de la saison précédente, Stone Ocean en décembre 2022 sur Netflix, les fans étaient extrêmement impatients de découvrir l'adaptation de la 7ème partie du manga, Steel Ball Run. Déjà parce que JoJo c'est une œuvre incroyable sur beaucoup d'aspects, mais surtout parce que Steel Ball Run, en plus d'être considéré comme l'apogée de la saga, marque un tournant dans l'histoire de JoJo, puisqu'il s'agit d'une nouvelle continuité de l'histoire, une sorte de réécriture du premier arc. Et le 19 mars dernier, on a enfin pu découvrir, après plus de 3 ans d'attente, ce magnifique premier épisode de 48 minutes aussi haletant qu'un cheval au galop. Et puis, la semaine suivante, rien. Et celle d'après, toujours rien. C'est très bizarre cette histoire. Netflix communique alors que le prochain épisode sera diffusé en 2026, sans plus de précision, laissant le public chauffé à blanc dans l'incompréhension la plus totale. Ce qui a mis le feu aux poudres et déclenché une vague de protestations sur les réseaux. Et ça s'est fait notamment au travers d'un mème reprenant l'image de Johnny Joestar, le perso principal de cet arc, en mode creepy. Cette image utilisée par les fans comme réaction sous diverses vidéos et posts sur les réseaux sociaux pour montrer leur mécontentement est issue d'un TikTok de 2024 posté par Lucas VG et qui est une variation d'un autre mème reprenant le clip du rappeur King Von pour le détourner en faux écran de piratage, un type de creepypasta en vogue depuis 2020. Comme si ce creepy Jojo aux yeux Sharingan était une sorte de malédiction lancée à Netflix par une horde de fans en colère pour les plonger dans un genjutsu cauchemardesque auquel même le grand Dio Brando ne pourrait échapper. Et après toute cette vague massive de harcèlement, le 6 avril dernier, Netflix est enfin sorti de son mutisme pour annoncer que la suite arriverait à l'automne 2026. Alors oui, c'est un peu plus précis, mais bon, elle est vraiment pas claire leur strat. Netflix, why did you forget about me, Netflix? Do you think my suffering is a joke? Et voilà pour ces quelques mèmes du mois de mars. Et si j'ai pas parlé de votre préféré ou bien que vous souhaitez apporter des infos plus fraîches, les commentaires sont faits pour ça. Un petit like et surtout un petit boost si vous êtes sur téléphone, ça peut grandement aider la chaîne à revenir dans l'algo. Et un petit euro sur le Tipeee, le Patreon ou le Ulule, c'est aussi très important si vous souhaitez voir d'autres vidéos, et comme ça vous pourrez voir la prochaine sur les LOLcats en avant-première. Enfin si j'ai eu le temps de la finir d'ici là. En attendant, prenez soin de vous et aimez-vous.